Bien, écoutez, nous allons commencer la table ronde, dirais-je finale, mais finale pas tout à fait, puisque nous aurons encore tout à l'heure une synthèse du colloque qui nous sera proposée par Hans Josten. Mais dans l'immédiat, nous aurons cette table ronde qui aura plusieurs questions qui viendront au fur et à mesure, donc forcément des questions issues un petit peu des débats que nous avons eus, et puis des questions un peu générales sur les tourbières de moyenne montagne. Nous tâcherons de rester la plupart du temps vraiment sur ce sujet des tourbières de moyenne montagne, même si de temps en temps je suis bien certain qu'on va un petit peu aller un peu plus large que cela. Bon, petite question pratique, hein, on a toujours un petit peu d'attendance forcément aussi. N'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de rendre vos clés de chambre de manière à ce qu'il n'y en ait pas qui partent avec. C'est toujours assez gênant. Bien, nous allons donc d'abord avoir nous sommes donc 6 personnes pour cette table ronde qui vont se présenter brièvement. Et puis un certain nombre de questions qui ont été préparés suite aux interventions de ce colloque. Et nous laisserons principalement la dernière demi-heure à vous tous pour des questions complémentaires, pour les choses que vous auriez, tout ce que vous aurez envie de poser comme question de manière générale, toujours sur ce terme, bien sûr, des tourbières, des montagnes européennes. Donc nous avons jusqu'à 11h30 pour cet exercice. Bien, alors donc je vais demander aux intervenants de se présenter, même s'il y en a certains que vous connaissez déjà, puisque certains avaient fait l'un ou l'autre exposé, mais ce n'est pas le cas de tous. Bien, à côté de moi, Pierre Gouvet. Bonjour. Donc, moi, je travaille principalement en bureau d'études et je rends des services aux gestionnaires dans la compréhension du fonctionnement de leur écosystème tourbeux. Et j'utilise beaucoup les modèles qui ont été présentés juste avant. J'ai pas pu réagir justement, donc j'en profite un peu. En fait, parce que ces modèles-là me servent, moi, à construire des modèles conceptuels, à construire on va dire, des schémas, des logiques que je peux expliquer donc aux gestionnaires, mais que je peux aussi expliquer aux usagers de l'eau et aux usagers des tourbières pour qu'ils comprennent les conséquences de leurs pratiques sur ces écosystèmes-là, en termes de conservation. Et que ce soit dans le domaine, on va dire, de la gestion courante ou dans le domaine de la prédiction des changements liés au réchauffement climatique, si j'ai pas de science derrière, mais je peux rien dire en gros, hein. Donc je remercie beaucoup Arnaud et puis tous les autres de leur travail de recherche, parce que vraiment sans ça, je pense qu'on en serait encore à compter des Drosera. Ce temps qui n'est pas si éloigné que ça. Hein. Mais voilà, aujourd'hui, on est quand même dans un système où on a des moyens scientifiques de mieux comprendre ce qui se passe et donc de mieux gérer cela, encore une fois de manière courante, mais aussi dans le cadre du réchauffement climatique. Et ça vaut évidemment pour la restauration, puisque non seulement ça nous permet d'améliorer les techniques de restauration, mais ces modèles-là nous permettent aussi de mieux choisir les lieux de restauration. Évidemment, si on prévoit une restauration qui va avoir un effet sur plusieurs décennies, autant choisir les sites qui offrent le meilleur potentiel, et pas choisir les sites qui sont en limite en fait de fonctionnement. Hein. Donc, encore une fois, c'est vraiment indispensable. Hein. La dernière question tout à l'heure avait trait à ça, et vraiment c'est important. Donc voilà, moi c'est mon boulot, en gros, hein, c'est de faire le lien entre la science et puis la gestion aux gestionnaires, et puis la gestion aussi aux acteurs locaux, qui évidemment, eux, il faut fortement simplifier les choses. Une petite demande générale hein, pour ce débat. C'est tant pour les personnes dans la salle qui interviendront que pour nous ici. Nous n'avons pas de support. Donc pour faciliter le travail des interprètes, merci de parler lentement et intelligiblement hein, pour faciliter un petit peu leur travail. Hein. Bonjour, Geneviève Magnon, je suis chargée de mission à l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux Eau-Doux Haute-Loup. Donc je fais partie de l'équipe Life Climat Tourbière du Jura et de la précédente équipe Life Tourbière du Jura. J'utilise justement les services de tels bureaux d'études comme Pierre Goubet ou d'autres qui sont dans la salle. Je suis par ailleurs présidente du groupe d'études des tourbières de France, qui est une ONG qui coopte quelques collègues suisses également. Et je suis vice-présidente de l'ONG Ramsar France, qui fédère les sites internationaux de la Convention de Ramsar en France. Donc moi, je suis gestionnaire, je fais partie
de l'équipe Life qui doit réaliser des travaux sur les sites que nous avons en gestion sur notre territoire de l'Épage, qui est donc dans le département du Doubs. Donc pour ceux qui sont venus à Frasnes et au lac de Bouvran hier. Yeah, my name is Stefan Platzl. I'm a professor of geoecology at the University of Vienna, Austria. So I've been working with peatlands for 27 or so years in Canada, in Germany, in Austria. So I think I have a pretty nice idea of many different peatland settings. I'm a soil scientist by education, and a soil scientist who has come to appreciate the role of plants. Many times it's the other way around in peatlands. And so the basic research I'm doing is mainly on carbon issues, greenhouse gases, carbon storage, peat formation. But I very much appreciate anything applied. I'm involved with Ramsar, member of the SDRP, and have contributed to the Austrian SMIO strategy. There's a huge life program that now started in Austria. So I really appreciate the applied issues of peatland research as well. Edouard Mitchell, donc vous m'avez déjà entendu aussi. Je suis professeur à l'université de Neuchâtel. Je dirige le laboratoire de biodiversité du sol. Et puis l'écologie des tourbières, la paléoécologie, c'est par ça que j'ai commencé en fait mes recherches, qui ont ensuite exploré passablement d'autres thématiques. Mais voilà, ce qui m'intéresse ici, c'est les tourbières, c'est ce qui m'amène ici. Et comme vous l'aurez compris aussi, c'est l'étude des técamoebiens, donc ces amibes à coquilles, qui sont des indicateurs particulièrement précieux pour comprendre l'écologie présente et passée des tourbières, ainsi que l'impact des mesures de régénération, de restauration. Elles ont donc voilà, une vitesse de réaction qui est assez adaptée à comprendre comment un système évolue. Et comme vous l'aurez aussi compris par ma présentation, eh bien, en plus d'être des indicateurs uniquement hydrologiques d'humidité ou de pH, eh bien, de plus en plus on cherche à comprendre comment elles peuvent nous être utiles pour comprendre le fonctionnement des écosystèmes. Donc voilà, ma recherche, ça va vraiment du très fondamental, la description d'espèces, la biogéographie, des choses comme ça, à des aspects beaucoup plus appliqués. Et au milieu de tout ça, il y a aussi vraiment la compréhension l'amélioration des outils, des méthodes, que ce soit très pratiquement comment préparer des échantillons, comment mesurer les choses pour être le plus pertinent possible dans l'application de ces recherches en écologie appliquée pour notamment la restauration. Bon, bonjour, pour ma part, je suis Philippe Gros-Vernier, je suis biologiste indépendant, un peu comme Pierre Goubet, mais en Suisse. Et donc je gère mon propre bureau d'études depuis 40 ans à la fin de cette année. Je suis un peu tombé par hasard dans la tourbe et j'en suis plus ressorti. C'est la faute à un copain du nid, mais je lui en veux pas, parce que ça m'a permis de rencontrer énormément de gens passionnants, de me plonger dans des tas de projets passionnants, de relever des défis qui me dépassaient passablement, bien souvent. Mais peu importe, je crois que, enfin j'espère que dans les réalisations que vous avez vues hier, puisque j'ai eu la grande chance de participer à un certain nombre de ces projets ici dans le cadre du live avec Geneviève, j'espère que vous aurez vu des choses qui vous ont plu et puis qui montrent que on a réussi grâce au développement des données de base scientifiques, que ce soit les modèles hydrologiques, que ce soit les travaux d'Edouard et de bien d'autres personnes, à assembler ces informations, à entrecroiser ces savoirs entre géologie, géomorphologie, hydrologie, botanique, entomologie et j'en passe. Et c'est ça la difficulté souvent, moi je dis toujours que je suis spécialiste de rien du tout, mais j'ai une vision assez générale des choses qui me permettent, très modestement quand même, mais qui me permettent de construire une trame de base d'un puzzle. Mettons qu'il est 5000 pièces, puis j'en ai peut-être 100 ou 150, puis à partir de là, j'arrive à créer
des petits bouts de l'image pour me faire une image qui me paraît suffisante pour à un moment donné décider, eh bien ici on va faire ça. Et je suis passablement intervenu sur des projets de restauration. Depuis une dizaine d'années, je suis beaucoup plus impliqué au niveau national en Suisse maintenant sur la facilitation des gens et des gestionnaires de sites pour élargir la perspective. C'est la présentation que je vous ai faite l'autre jour sur ces questions de prendre en compte des bassins versants, puis de réfléchir autrement que seulement de s'attaquer aux petits drains qui sont dans les biotopes eux-mêmes, mais de regarder les choses un peu à plus large échelle. Voilà. Voilà, merci pour cette présentation de qui vous êtes et donc pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je vais donc, faisant écho à la toute première présentation de notre colloque par Stéphane Glatzel sur ce que sont les tourbières de moyenne montagne. Alors il nous disait d'une certaine manière, bon, elles ne sont pas grand-chose par rapport aux tourbières du monde, mais elles ont leur importance et puis, on a vu, elles ont leur particularité. Je me retourne donc un petit peu vers lui pour commencer en disant quels sont finalement les enjeux et les choix qu'on pourrait avoir sur ces tourbières, sachant qu'on ne peut pas faire tout de suite. Là, si maintenant on avait à réfléchir, qu'est-ce qui est peut-être le plus important là-dedans maintenant qu'est-ce que nous pouvons faire? Yeah, thank you. I think this depends on the concrete problem that we are facing in the peatland situation. In case we do have a site which has been damaged and where nature conservation is free to act as it wants by draining, no, not draining, the other way, by re-wetting, by putting right, exactly, by quitting the drainage. I think this is rather easy, but I would say here understand the system first. I think this is what you're doing. This is what I've seen yesterday on the excursion. So I think there's a lot of qualified people doing that. So this is important. In terms of choices, well, I mean, I've seen yesterday on this excursion, that was a nice example where we had this small sedge fen, where there is a certain issue with biodiversity versus perfectionizing carbon storage. So this could be a choice. I think everybody appreciates biodiversity here. So I don't know whether the last kilogram of carbon is worth sacrificing a lot of biodiversity, but this depends on the choice, and usually we don't have this issue. Usually it's easy. Usually we are getting all the benefits from restoring. So this is the natural sites where we are free to act. More often, and this is what Hans emphasized yesterday in the evening, there are managed sites, and this is really interesting. Of course, there we have to, and we want to, and we need to communicate with the farmers. And there, I would opt for first looking for the what's called low-hanging fruits, for the easy stuff, and often it's not that hard. For example, the this issue with the trampling of peat by cattle is. Sometimes it's just a nice conversation with the farmer. That would be easy. That would be nice. Sometimes where the cattle likes to rest, there's a reason. Maybe there's some trees, maybe there's some shade, maybe it's cooler because it's wetter, and a simple fence sometimes will do the job. So I would say the important thing here is to communicate, and again, what's special about the mountain peatlands, the scale. And we've seen this yesterday as well. We usually do not have huge sites, and usually we know the land managers and the farmers. And also, usually in the mountains, we don't have the intensive croplands. We don't usually have huge maize fields. So usually it's kind of a grassland use. There's a farmer, it's either a meadow or a pasture. And so I would say, more often than not, it should be easy.
So in these cases, I think big technical measures may not need to be taken. And if they need to be taken, maybe find a compromise. Maybe looking for an option where the drainage ditch receives maybe a weir that can be closed sometimes. So the drainage ditch doesn't always lose all the water. So there may be situations even where the farmers will appreciate a closed ditch because they also may be lacking the water sometimes. We've seen the presentation today with the droughts getting more common. So I think there's plenty of options, and we should be looking for the win-win situations in these cases. Qui veut compléter ou apporter son opinion sur ce sujet-là? Je veux bien me faire un peu l'avocat du diable, mais parce que c'est facile et puis c'est agréable, mais pas toujours. et puis alors, je suis suisse, donc j'ai inscrit dans mes gènes la notion du compromis. Mais il y a un moment donné quand même, c'est tout de même une vision un peu, en tout cas européenne, je pense. Globalement, il nous reste 10% des surfaces qui existaient encore il y a 150-200 ans. Donc, je veux bien discuter d'un compromis, je veux bien chercher des situations win-win, mais il y a quand même un moment donné où ça s'apparente à une tactique du salami, et puis on repart toujours de l'état actuel, puis on dit oui, mais il faut faire un compromis, vous ne pouvez pas être extrémiste et puis tout vouloir garder pour seulement la protection de la nature. Et donc, c'est pas toujours aussi facile que ça. Mais je rejoins Stéphane, c'est dans le dialogue avec les gens. C'est dans le dialogue avec les gens qu'on finit par trouver des solutions. La première rencontre, ça m'est arrivé. La première rencontre, c'est peut-être que vous avez le paysan qui débarque et puis qui est fou furieux et puis qui a le poing levé et puis qui est prêt à vous casser la figure. Et puis 2 ans plus tard, tout fonctionne bien, puis on a trouvé un terrain d'entente. Donc effectivement, c'est dans ce dialogue, aller à la rencontre des gens, chercher des solutions, mais tout de même en étant relativement ferme, parce que je crois que si on continue à faire des compromis sans arrêt, petit à petit, on va grignoter, il va rester 9%, 8%, 7%, etc. Et ce qu'on constate au niveau suisse, en tout cas, très clairement, depuis 30 ans maintenant qu'on a un suivi sur ces biotopes à l'échelle nationale, c'est que la situation empire. On perd des surfaces, on perd en qualité de surface, elles s'assèchent, elles s'eutrophisent, elles s'embroussaillent. Et là, les petites mesures à l'intérieur des biotopes ne fonctionnent plus. Donc il faut passer à des échelles beaucoup plus grandes. Et puis c'est là que les modèles à l'échelle des bassins versants nous sont utiles, quoi. Sans ouvrir un débat sur l'agriculture, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais pour rejoindre les 2 dernières interventions, juste par un témoignage où Stéphane disait que parfois ça peut arranger les agriculteurs de boucher des fossés pour remettre de l'eau, parce qu'il y a effectivement de plus en plus de pénurie d'herbes, y compris en montagne ici. Donc moi j'ai fait face à des situations comme ça qui sont du coup bien agréables, de rencontrer des agriculteurs qui me disent oui, bien sûr, moi aujourd'hui j'ai plus peur des sécheresses que des inondations. Donc dans ce cadre-là, c'est très facile d'aller faire un projet de réhabilitation. Donc c'est quelques cas, dont le dernier chantier que j'ai fait cet automne où c'était extrêmement sec et l'agriculteur était très content que je vienne boucher des fossés. Ceci dit, il y a eu quand même des événements cet hiver, des manifestations agricoles, et ce qu'on peut rencontrer individuellement sur le terrain ne se traduit pas globalement à l'échelle agricole, où aujourd'hui, je parle de notre territoire, je ne vais pas parler pour les autres territoires, mais ce qu'on a entendu, c'est les zones humides, on en a ras-le-bol. C'est ce qui est ressorti souvent. Alors individuellement avec les agriculteurs ça peut bien se passer, mais globalement il y a un message derrière qui a tourné en France en tout cas, où la communauté Ramsar et d'autres ONG françaises ont dû réagir pour dire attention, vous avez besoin des zones humides. Donc voilà, c'était pour quand même dire que c'est pareil, il y a un discours global, voilà, et puis il y a des individualités qui sont effectivement confrontées à des assèchements et qui sont tout à fait pour nos travaux. Donc il y a cette difficulté pour nous
d'arriver à raccrocher tout le monde et on aimerait que le discours général il soit effectivement un peu plus positif sur les zones humides et c'est pas ce qu'on a entendu cet hiver en tout cas en France dans les manifestations d'agriculteurs et je pense que ça, enfin, en tout cas dans l'équipe Life ça nous a pas mal affecté et les gestionnaires de zones humides en France ont été beaucoup affectés par ce qui a pu se dire. Voilà. Mais on va peut-être pas ouvrir le débat agricole même s'il est très intéressant. Juste un petit complément. Ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, on voit qu'on a le niveau des naturalistes, des gestionnaires. Ensuite, on a l'interaction avec les paysans qui peut effectivement être très positive si on arrive à s'entendre. C'est des relations humaines finalement. Là où ça pêche, c'est au-dessus. C'est les fêtières agricoles, les associations agricoles, c'est les politiciens, c'est les lobbies. Et là, on a actuellement une situation au niveau mondial de montée de la droite extrême, de l'anti-écologie, de l'anti-social, qui est très inquiétante. Et là, en fait, en tant que scientifique, on est souvent très démunis parce qu'on n'a pas l'habitude d'être actif à ces niveaux-là. Et c'est vraiment une question de l'engagement des académiciens, à tous les niveaux, enfin, de tous les acteurs. Vous faites ici, je trouve, un travail exemplaire de communication, aussi bien dans le visuel que dans les actions, etc. Au bout d'un moment, on se dit, mais ça devrait suffire. On en fait assez. Personne ne peut aujourd'hui ignorer l'importance des zones humides et ça devrait être une évidence de les protéger. Et ce n'est pas le cas. Donc on est face à un énorme défi et souvent on se sent démunis, quoi. D'accord, merci. Une deuxième question que je vais peut-être adresser à Philippe Grauvernier. Là. Quels sont, sur ces tourbières de moyenne montagne, les potentiels que nous avons de réhabilitation? Nous avons l'ensemble de nos massifs. Donc le regard un peu du praticien là-dedans, on a quoi qu'on peut faire? Parce qu'une bonne partie de notre colloque s'est adressée sur cet aspect de réhabilitation. On a fait un petit peu le pari, et pris le parti de dire on ne va pas simplement laisser les choses dans l'état ou avoir une protection passive. On se dit on va pouvoir aller plus loin, plus fort, plus vite, peut-être plus cher aussi. Mais donc là, qu'est-ce qu'on a comme potentiel? Et là-dedans, comment on va voir ensuite peut-être avec Pierre comment on peut faire nos choix ensuite. Hein. Mais déjà, quels sont nos potentiels de réhabilitation dans les tourbières de montagne, comme tu les connais en Europe centrale Je suis un peu pris de court, mais je vais y arriver. Oui, bien sûr, ça arrive. Oui. Est-ce que, par exemple, quand on voit l'ensemble de nos sites, on a vu que la plupart du temps, enfin, c'est quelque chose qui m'a frappé, moi, en visitant moi-même les tourbières, à peu près toutes ont subi des modifications par l'homme. Là-dedans, est-ce qu'on peut se dire, un peu partout, on va intervenir? Alors, bien sûr, il y a l'histoire des choix qu'on va voir tout à l'heure. Hein. On ne peut pas faire tout d'un coup, et on n'a pas les moyens pour tout cela. Mais est-ce que tout est réhabilitable là-dedans? Ou est-ce que parmi ces tourbières, il y en a qui sont perdus? Mais perdus de quelle manière? Ou est-ce qu'il y en a qui ne valent pas la peine là-dedans? En fait, il y a une... Comme ça, je dirais spontanément, il y a une question sous-jacente là-dessous, c'est qu'est-ce qu'on veut réhabiliter? Je pense que je vais faire une boutade. Je vais reprendre une boutade de Francis Allais. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein. Les concepts de réensauvagement, de rewilding. Et un journaliste lui posait cette question-là. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire en fait, hein? Donc, si on reprend la question, quel est le potentiel? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et Francis Allais a dit vous voulez protéger la nature, foutez-lui la paix. Hein? Donc on peut partir de cet extrême-là, c'est de dire c'est prétentieux de prétendre que nous on sait ce qu'il faut faire pour réparer la nature. Elle va se débrouiller toute seule, elle va se débrouiller sans nous d'ailleurs. Oui, alors pourquoi on ne fout pas la paix? Et peut-être plus vite que ce qu'on imagine, mais c'est un autre débat. Donc à partir de là, le potentiel, il dépend de ce qu'on veut, de ce qu'on veut faire. Pour moi, le potentiel, il est partout présent dans la mesure où on peut essayer de rétablir des fonctionnements de base, de rétablir des conditions cadres
pour que le système refonctionne. Si je prends l'image d'un appareil électrique, si le câble d'alimentation est cassé, ben je vais essayer de réparer le câble d'alimentation puis remettre du courant. Si la machine ne fonctionne plus, il y a peut-être des pièces à changer, je vais peut-être pas toutes les trouver, je vais peut-être pas pouvoir toutes les faire, toutes les réparer, les remplacer, mais je peux remplacer au moins quelques-unes des pièces maîtresses du système, et puis après, ben, il va évoluer comme il peut. Donc pour moi, le potentiel, je ne le connais pas à l'avance. La seule chose que je peux essayer de faire, c'est de remettre en fonction des choses fondamentalement importantes. Et puis dans le cadre des zones humides, ben, c'est de ramener de l'eau dans ces systèmes, parce que ben, on s'est évertué pendant des siècles à la faire sortir, à la détourner, à l'utiliser, etc. Donc la seule chose que je peux essayer de faire, c'est de rétablir une circulation de l'eau qui corresponde à la géomorphologie des lieux, à l'hydrologie des lieux. Enfin, celle-là, elle n'a pas beaucoup changé. On a eu un impact très important sur la surface, mais sur le fond, d'abord, on ne le connaît pas, puis on n'a pas forcément eu beaucoup d'impact sur la circulation plus profonde. Donc les conditions géomorphologiques sont toujours les mêmes, et en tenant compte de ces conditions-là, je peux essayer de ramener de l'eau dans ces systèmes. Puis après, j'ai envie de dire, advienne que pourra, et puis foutons-lui la paix, puis elle va bien se débrouiller de faire quelque chose avec ça. Donc j'ai très souvent rendu des gens perplexes, Geneviève s'en souvient bien. Elle me disait, elle me posait cette question, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis j'ai dit, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux faire? Et ça, c'est la question fondamentale, parce qu'à partir du moment où on a rétabli les conditions cadres, les pistes d'évolution sont nombreuses, et puis en fonction de ce qu'on veut privilégier par rapport à des tas d'autres critères écologiques, sociologiques, politiques ou autres, eh bien, on peut faire évoluer les milieux dans des directions différentes. Alors oui, et en plus, je dirais qu'il y a quand même parmi nos tourbières de moyenne montagne, il y a de la diversité. Les tourbières du Massif central n'ont pas les mêmes caractéristiques que les tourbières du Jura, ni que des tourbières des Vosges. Et au-delà, je dirais que dans le Massif central, il y a un sacré paquet de différentes tourbières. Et alors, je sais un scoop, hein, mais il y a du gruyère dans le Massif central. Enfin, quand vous voyez une tourbière qui est réellement creusée de petites fosses de tourbage sur toute sa surface, et quand on regarde ça en photographie aérienne, on a vraiment l'impression d'avoir un gruyère de tourbière. Et donc ça n'a rien à voir avec le système d'exploitation qu'on peut voir ici, hein, qui est plus rationnel, on va dire, peut-être plus industriel. Alors peut-être que c'est proche de la Suisse aussi, du coup il y a une certaine inspiration. Mais chez nous, c'était plutôt anarchique, et on va dire que le paysan avait un droit d'affouage, et tous les ans, il allait creuser une fosse qui fait 2 mètres sur 4 mètres. Et aujourd'hui, ces fosses-là, elles truffent nos tourbières. Et donc, dans l'esprit de qu'est-ce qu'on peut faire de ça, c'est quand même assez différent de qu'est-ce qu'on peut faire de la tourbière des Rousses qu'on a visitée hier. Hein. On est sur d'autres choses. Alors, d'autres choses, évidemment, de manière primaire, hein, c'est des tourbières qui sont différentes de celles du Jura dans leur histoire, dans leur contexte, mais même dans leurs usages aussi, elles sont différentes. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte, et je pense que, moi je suis un petit peu, j'aime bien ranger les choses. Hein. Je ne sais pas d'où ça vient, peut-être un petit côté aussi Europe de l'Est. Mais la première chose qui semble intéressante à faire, c'est des typologies. C'est d'essayer de regrouper toutes ces diversités en groupes et faciliter en fait la prise en charge à travers ça. Et ça, encore une fois, ça nécessite de la science, mine de rien, ça nécessite un certain recul, et ça nécessite de ne pas avoir la tête dans le guidon de la gestion, mais d'avoir une approche un peu plus conceptuelle, on va dire. Et alors ça se développe aussi, mais c'est vrai que le concept par rapport aux gestionnaires, et peut-être la première génération de gestionnaires, c'était quelque chose qui semblait, la théorie, c'est pas intéressant. Et en fait, si, la théorie, le concept, c'est primordial, quoi. Ça nous permet quand même d'être plus efficace dans ce qu'on fait, de gagner en compétences, d'être plus précis et de mieux choisir, justement, et d'aider aussi le gestionnaire à dire comment tu vas choisir ce que tu veux. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Évidemment, il y a des cadres qui vont vous dire il faut faire ça, des cadres juridiques comme la directive Natura 2000. Mais au-delà, c'est pas si simple. Mais il y a aussi probablement des outils à développer qui sont des outils d'aide à la décision pour répondre à la question de Francis, quoi. Et puis pour que Philippe il ait une réponse immédiate en disant t'as qu'à regarder. Ce document-là, il te propose quand même un schéma de réflexion qui va te mener en fait justement à mieux définir tes choix de gestion en fonction du contexte et puis en fonction de tes contraintes hautes, hein, dont des contraintes financières éventuellement. On a parlé de low-tech. Il y a peut-être aussi parfois certains moyens de faire des choses relativement
empirique ou peu cher, encore une fois, si on comprend ce qui se passe et si on peut faciliter cette compréhension par une typologie, c'est bien aussi. Justement, pour en rester avec toi, quels choix peuvent être, par exemple, respectivement viables ou peu viables, durables, peu durables là-dedans? Parce on sait que les tourbières ont fonctionné depuis des millénaires, ou en tout cas au moins des centaines d'années. On peut avoir pour but de faire des choses qui soient viables ou bien durables pour à l'avenir. On avait le cas de notre collègue polonais qui nous parlait aussi d'interventions qui pouvaient être faites en basse technologie. Alors, quels peuvent être le regard par rapport à concevoir déjà et puis ensuite à réaliser des choses qui soient durables? Est-ce que là, si tu veux bien, oui. Pareil, hein, Philippe, je suis dans la situation où tu étais il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ai pas de réponse immédiate à ça. Encore une fois, la rationalité, c'est quelque chose qui, moi, fait partie de mon ADN. Donc, réfléchir, conceptualiser, regrouper, analyser les questions aussi. Hein, définir la question réellement, parce que parfois, le gestionnaire pose une question, on se pose une question, mais qu'est-ce qu'elle veut dire, cette question-là, au fond? Et la première chose, c'est quand même de bien analyser la demande, de bien comprendre la demande, est-ce qu'elle implique, et encore une fois, on est sur des démarches qui sont rationnelles. Là-dedans, il y a du travail, quoi, aussi. Donc ça répond pas forcément à ta question, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à analyser ça. D'accord. Je pense que là, au moment aussi ensuite où se mettent en œuvre des actions, si on passe à la phase suivante et qu'on a finalement décidé à un endroit donné d'intervenir, on voit que nous avons eu avec nous plusieurs fois des gestionnaires qui sont arrivés à la pratique, et notamment Geneviève, avec ce programme Life Tourbière du Jura, eh bien, vous vous êtes mis à expérimenter. Enfin, d'abord, il y a eu une conception, une réflexion qui a été faite, des personnes sont intervenues, Pierre, Philippe, etc., ont analysé la situation et y sont allés. Et comment, par exemple, le gestionnaire a-t-il pu être prêt à expérimenter et à faire face aussi, eh bien, au hasard et à la manière dont la nature allait réagir? Parce qu'on met en place quelque chose, on a réfléchi à ce qui allait se faire, et puis ensuite, eh bien, la réalité arrive. Et on a les bonnes et les mauvaises surprises, et puis les surprises tout court. Comment on peut vivre ça par rapport, prenons peut-être l'exemple de ce programme-là, comment s'est fait le passage à la réalité, et comment maintenant, puisqu'il y a un tout petit peu de recul, là, cette manière dont la nature réagit peut être vécue? Alors moi, je suis le dinosaure des lives, puisque j'ai commencé mon premier live il y a 30 ans, j'en suis à mon 3e. Et on va s'entendre sur le thème expérimenter. Expérimenter, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Expérimenter, ça veut dire rentrer dans une part un peu inconnue, mais tu citais le mot hasard, où il y a quand même le minimum de hasard. Parce qu'en tourbière, le hasard, ça peut nous amener à des choses un petit peu compliquées. Donc, il faut maîtriser au maximum les risques, enfin les analyser au maximum, pour mieux les maîtriser. Et expérimenter, ça veut dire quelque chose qui est très ancré dans l'espèce humaine, c'est enlever ses peurs. Puisqu'on a tous des peurs bien ancrées, de se lancer. C'est très paralysant, la peur. Ça peut emmener d'ailleurs l'espèce humaine à faire des catastrophes terribles. Et du coup, il faut arriver avec une maîtrise de tous ces risques à s'enlever ses peurs et à aller vers le faire. Voilà. Alors, le faire, ça veut dire ce qu'a dit Pierre Goubet, c'est ce qu'a dit Philippe aussi, c'est s'assurer, au départ, d'avoir une bonne analyse de la situation. Voilà. Et ensuite, chaque objet tourbeux, je crois que ça s'est ressenti dans les discussions et sur le terrain, chaque objet tourbeux, il est différent, il a sa propre histoire, donc on va être obligé, effectivement, quasiment sur chaque site, d'expérimenter quelque chose, puisqu'il serait vraiment, du coup, hasardeux de reproduire la recette qu'on a utilisée sur une tourbière sur une autre tourbière. Il n'y a pas de recette en tourbière, chaque objet est différent, chaque objet doit être analysé. Alors au premier live, je vais vous dire, la première expérimentation, c'était il fallait reméandrer le Drugeon. Voilà, rivière qu'on a reméandrée sur 30 km grâce à aujourd'hui mon collègue Jean-Noël Reich qui a pris la suite.
À l'époque, ça ne s'était pas fait. Il y avait nos collègues de la réserve de Remoray qui avaient lancé sur un ruisseau le premier reméandrement. Et il a fallu faire face déjà à l'opposition des naturalistes, d'envoyer des pelleteuses pour aller refaire des méandres dans cette rivière, parce qu'il y avait de la viperpéliade en bord de cours d'eau, parce que emmener des grosses machines dans ces milieux-là, on répète nous-mêmes à tout le monde que ce sont des milieux sensibles, et on va y amener des grosses machines parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Donc pour se lancer dans ce genre de programme, il faut arriver à maîtriser tous les risques et à analyser le mieux possible la situation. Et sur l'étude, sur l'approche du chantier, sur le choix de l'entreprise, on va à chaque fois essayer de minimiser le risque pour donner la trajectoire qu'on souhaite. Donc c'est ce qu'on a fait sur les premiers travaux de reméandrement, et on a appris de nos erreurs, des fois des creusements un peu trop importants, et ensuite on ajuste. Le deuxième live, on est rentré sur l'approche hydrologique des tourbières, grâce notamment à beaucoup de collaboration avec Philippe, où après avoir coupé des arbres pendant 20 ans, en faisant du jardinage, on a changé le paradigme, on a dit on va arrêter de traiter les conséquences et on va traiter les causes. Et pour aller mettre en place une palissade métallique comme on a vu à Frasnes, pour ceux qui sont venus à Frasnes hier, comment aller mettre une digue de 90 mètres de long, avec l'aide de Philippe, on se sert de toutes les compétences, on va analyser tous les points de situation pour avoir tous les éclairages cohérents qui vont faire que ça va rendre possible quelque chose qui ne semblait pas possible avant, parce que je pense que dans notre tête, pour moi, c'était pas possible d'aller faire cette digue au Créolard. C'était du domaine vraiment de l'utopie. Elle est faite, elle fonctionne très bien et elle donne un résultat. Mais c'est en accumulant la minimisation des risques et de rendre cohérents tous les éléments de diagnostic et en s'entourant aussi, et j'insiste encore, c'est que pour faire ces travaux, il faut des entreprises qui sachent faire et qui sachent faire correctement. Hier, on a expliqué que pour des palissades métalliques, il fallait ancrer chaque palissade quasiment au centimètre près dans le substrat attendu, mètre par mètre. Donc ça veut dire que quand on a un gros godet de pelleteuse qu'on enfonce du métal, il faut quelqu'un qui maîtrise la situation sur un substrat qui bouge, parce que la pelleteuse, elle fait ça. Voilà, donc voilà, c'est expérimenter, c'est intégrer tout ça et avoir accumuler de la confiance à travers le réseau de travail qu'on met en place au niveau de l'étude, au niveau des travaux, et moi, au niveau de mes supérieurs hiérarchiques qui sont des élus. C'est pas moi qui décide de faire les travaux, c'est les élus locaux de la collectivité qui vont me faire confiance pour que je fasse, et mes collègues avec moi, que je rentre dans ce domaine de travaux. Voilà. Derrière, la trajectoire, c'est celle qu'on a imaginée. Alors, elle va vers là où on pense, si on ne s'est pas trop trompé. Ce qu'on voit aujourd'hui avec les plusieurs lives qu'on a fait, c'est pas si mal. C'est pas si mal en termes de résultats, en termes d'objectifs qu'on s'était fixés. On arrive peu ou prou à la trajectoire qu'on souhaitait, avec des surprises sur des sécheresses excessives qui sont indépendantes des travaux, évidemment. Mais on était sur des systèmes qui ont été beaucoup modifiés, très anthropisés, dans des bassins versants très anthropisés. Donc de toute façon, la trajectoire, elle était déjà pas naturelle avant. Aujourd'hui, maintenant, on laisse faire. Voilà. On a remis l'emboîtement en place par cette expérimentation et on laisse faire la trajectoire nouvelle après travaux. Oui, donc on peut arriver à laisser faire la nature comme Philippe le préconisait, mais après une phase où on remet les choses un petit peu en place, entre guillemets, quoi. Il y avait un élément qui paraît souvent important, c'est que on a au départ pris une information de base importante, on a essayé de comprendre comment fonctionnaient ces systèmes, mais il y a, semble-t-il, le besoin de suivre, d'évaluer ce qui a été fait. Les programmes, par exemple, LIFE, nous le permettent durant une certaine durée, mais pas indéfiniment. Peut-être Édouard, comment pourrait-on, idéalement et en pratique, concevoir ces suivis, ces évaluations de ce qui est fait? Là, maintenant, avec le cas
de Life ou d'un autre cas, comment, une fois que ces choses ont été faites, le scientifique peut continuer, ou les scientifiques, toutes les personnes participant à cette démarche peuvent continuer à suivre ce qui s'est fait et réorienter, s'il le faut, les actions ou les non-actions, hein, puisqu'on l'a vu, sur le terrain. C'est vrai que c'est souvent un aspect critique d'un point de vue financier, parce qu'on a souvent, en général, on n'a pas assez d'argent pour faire tout ce qu'on aimerait faire, et quand on doit choisir qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent qu'on a, on a tendance à privilégier l'action, et c'est bien compréhensible, plutôt que des recherches scientifiques, ne serait-ce, même si c'est pour un suivi scientifique. Donc en fait, on est confronté à devoir faire la chose la plus pertinente avec des moyens limités, et donc ça implique des choix. Et c'est une de mes motivations, disons, avec l'outil sur lequel j'essaie de travailler, c'est d'amener quelque chose qui puisse être pertinent à moindre coût. Donc voilà, c'est vrai qu'on a tendance à faire des mesures relativement simples, des mesures de piézométrie ou de relevé de végétation. Ce qui est bien, ce qui est surtout très bien, c'est d'avoir par exemple des carrés permanents, ça se fait beaucoup. C'est quelque chose qui se fait depuis longtemps, qui est extrêmement simple. Quand on arrive à les retrouver, parce que des fois on ne les retrouve plus parce que la végétation a trop poussé, comme on a vu hier. Et effectivement, ça permet de valider les choix qui ont été faits, parce que si on a fait un choix en se disant c'est dans telle direction qu'on veut aller, un minimum de suivi est quand même souhaitable pour pouvoir confirmer qu'effectivement l'action a porté ses fruits. Donc voilà, il y a aussi l'autre aspect, c'est avant de faire la mesure, c'est l'aspect quel était l'historique du site. Et souvent les données historiques sont lacunaires, et c'est là que la paléoécologie peut être un outil vraiment pertinent qui peut nous dire mais on avait un fonctionnement d'un certain type à cet endroit. Au niveau tourbeux auquel on est actuellement, c'est-à-dire si on a perdu 2 mètres de tourbe par exemple, eh bien on va retrouver dans les archives enregistrées dans la tourbe les communautés de plantes, d'amibes ou autres qui vont nous dire à tel moment, à tel niveau topographique, le système fonctionnait de telle manière. Donc ça peut, en tout cas dans certains cas, vraiment amener un éclairage utile aux gestionnaires. On a vu un exemple très, très, très pertinent en Suisse, à l'étang de la Gruyère, où on avait la modélisation hydrologique et hydroécologique qui a été validée dans le cadre d'un travail de master par une approche paléo-environnementale, on retombait exactement sur les mêmes prédictions. Et Philippe me disait que ça a été en fait un argument choc pour amener les décideurs politiques à débloquer un budget de l'ordre de, je crois, 5 millions, c'était quelque chose comme ça. Pour un canton comme le canton du Jura, qui n'est pas un canton très riche, c'est loin d'être négligeable. Donc là, c'était une étude assez petite, finalement, un travail de master qui a été très pertinente. Donc voilà, il y a à la fois le regard passé et puis le suivi des modifications avec des outils les plus simples possibles, les plus pertinents possibles. Et là, il y a encore de la recherche à faire pour vraiment les améliorer. Ouais. C'est ce que j'allais dire, hein. Il y a quand même, on a une opportunité technologique aussi en termes de high-tech pour le coup qui pourrait vraiment nous rendre de grands services. En Auvergne, on va en fait expérimenter un mode de restauration qui est le décapage de l'horizon de tourbe superficielle qui est souvent très dégradé et qui n'a donc plus les propriétés hydrophysiques que de la tourbe et de la tourbe quand elle se construisait. Et cet horizon, donc le KTH, comme on l'appelle assez souvent, le Culture Trocken Horizont, il peut être un frein à la restauration, à la remise en place des communautés qui ont construit l'édifice tourbeux. Donc nous, on vise ça, mais dans ce cadre-là, c'est quelque chose d'expérimental. Et le souhait, c'est quand même de bien comprendre ce qui se passe, d'évaluer un petit peu nos actions. Hein. Donc, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? On va évidemment aussi travailler sur des outils d'amélioration, c'est-à-dire mettre du paillis, mettre du phosphore un petit peu, mettre des propagules de sphènes broyées, etc., etc. Donc, des méthodes qui ont été expérimentées par ailleurs, et nous, on veut essayer de les appliquer chez nous. Et
plus en termes de restauration, comme ça a été souvent le cas de tourbières exploitées, mais en termes de restauration de tourbières altérées, par le pâturage et puis par d'autres facteurs d'altération. Et dans ce cadre-là, on s'est dit, par exemple, la recolonisation du sol, c'est un enjeu majeur, puisqu'on sait aussi qu'il va y avoir des dégagements de méthane, et que ces dégagements de méthane pourraient être atténués par l'apparition de la végétation. Et donc dans ce cadre-là, éventuellement utiliser des drones pour faire ce qu'on appelle de l'analyse multispectrale sur de la chlorophylle, par exemple, et voir à quelle vitesse et où sont les endroits où la chlorophylle est la plus présente, ce qui pourra éventuellement être réalisé comme un proxy de recolonisation rapide de la tourbe nue. Donc voilà, c'est un exemple aussi d'innovation à produire dans le cadre des restaurations par rapport aux nouveaux outils qui existent. Alors évidemment, il y a aussi les anciens outils de faire des relevés. Moi, relevé, je ne suis pas trop fan non plus, parce que je pense qu'il y a là aussi des possibilités d'amélioration des méthodes par d'autres, toujours en faisant des relevés floristiques, mais en améliorant ça par rapport au quadra classique. Donc là aussi, je pense qu'il y a énormément de recherches à produire, d'expérimentation, dans lequel le lien entre le gestionnaire et le scientifique, il est fort, puisque là, c'est le gestionnaire qui a... Là, on va dire qui a la spécialité de produire des travaux, et le scientifique qui a la capacité de produire des méthodes scientifiques de suivi. Alors après, le problème, ça va être le transfert de ces méthodes sur éventuellement des moyens plus conventionnels pour le gestionnaire. Et ça, c'est un enjeu majeur aussi, parce que quand on voit les modèles numériques proposés tout à l'heure par rapport aux décharges d'émergence, là c'est pas réalisable de reproduire ça sur chaque site, c'est complètement illusoire. Par contre, essayer de trouver des moyens de définir des indicateurs qui pourraient, des indicateurs simples et relativement pas chers, qui pourraient nous permettre de relier le site sur lequel on travaille à un des grands modèles qui a été défini sur les belles expérimentations qu'on a vues. Ça, c'est un enjeu aussi qui me paraît assez intéressant et qui permettrait de satisfaire à la fois le besoin de suivi des résultats de la restauration et l'exigence scientifique nécessaire aussi pour mieux guider nos actions futures. Yeah, I'd like to add to. I think it should be an integral part of restoration projects to think of how to continue the monitoring once the project is done. And this, of course, will depend on the ability of the administrative bodies, most notably, of course, I guess, nature conservation, but it could also be other administrative bodies like water boards or land users, why not? And if, in case this monitoring is reasonably easy, by automatic wells, for example, so this does not require a lot of time and effort, or could it be research institutions who are maybe having a scientific interest in that. So this follow-up, I think, is really important, because we've seen too many projects that sort of in the long term failed because the follow-up was not safeguarded. And this follow-up also should be designed in a way that it can be carried out. We are having even with pretty simple measures, we are having an issue safeguarding them. When I think of the Ramsar information sheets, so what our Secretary General presented at the last COP in Geneva is that many Ramsar sites are not being properly monitored. I don't recall the exact number, but it was high. So I think this is really important. Whatever we do, whatever we choose, we have to keep in mind that somebody is going to have to do this. And by setting up the appropriate follow-up measures, maybe not the whole program, but a reduced program, we can maximize the long-term success. C'était en ce sens-là également que je voulais intervenir. Si sur le Drugeon, on a réussi à faire une publication sur le reméandrement, parce qu'il y a eu 20 années de suivi sur cette expérience de reméandrement. On avait installé les suivis au début du programme LIFE, donc le premier, il y a 30 ans. Et on a réussi, en allant chercher des financements, notamment avec l'Agence de l'eau, qui est sans doute le plus gros financeur de nos opérations,
à maintenir ce suivi sur 20 ans. Et aujourd'hui, il se poursuit d'ailleurs avec le travail de mon collègue Jean-Noël Reich. On a pu publier des choses parce que pendant 20 ans, on a suivi ce qui s'est passé dans le cadre de ces travaux. Et là, avec l'équipe LIFE, on s'est questionné sur... voilà, vous avez eu le programme, c'est 70 tourbières. Donc il vaut mieux faire moins, mais bien, et s'engager sur le long terme. Donc on va suivre 7 tourbières sur les mesures de gaz à effet de serre, la piézométrie, la végétation. On va le faire bien, mais on s'est tout de suite mis dans notre tête que ça ne s'arrêterait pas à la fin du programme LIFE, qu'il faudra qu'on aille chercher de l'argent pour continuer à faire ces mesures sur le long terme, sinon on n'en tirera rien. Donc c'est de l'argent, c'est beaucoup d'énergie, donc autant que ça serve à quelque chose. Donc il faut tout de suite avoir effectivement en tête de l'engager sur le long terme, sinon on ne publie rien et on ne ressort rien de ces opérations. Mais c'est une difficulté et qui est déjà une difficulté financière auquel on fait tous face les gestionnaires. Alors, on a tous envie de faire des suivis, mais il faut être raisonnable et surtout se fixer un objectif réaliste de sortir quelque chose, de sortir de la donnée publiable qui servira à l'expérience. Oui, j'ajouterais peut-être 2 choses. Comme on en a discuté aussi, il y a des grandes quantités de données qui ont été récoltées au cours des dernières décennies de travaux de restauration des tourbières. Et un des défis, c'est de rendre ces données accessibles, de les partager, de les formater de telle manière à ce qu'elles puissent être utiles pour les prochains travaux. Et là, je pense qu'on s'améliore avec le temps. Il y a de plus en plus aussi, en tout cas pour les projets scientifiques financés par les organismes de recherche scientifique, il y a des obligations de gérer correctement les données, de les rendre publiques. Et là, je pense qu'il y a encore, avant qu'on soit tous trop vieux ou qu'on disparaisse et qu'on ne sache plus où sont nos données, sur quel vieux disque dur on les avait cachés, il y aurait vraiment, je pense, une valeur énorme ici à récupérer, à rendre accessibles ces données. Ça, c'est un point. Donc, pour un appel à toutes celles et ceux qui se lancent dans des nouveaux projets, réfléchissez vraiment, ne sous-estimez pas l'importance de cet aspect-là. Puis autre chose, en fait, on est un peu des fois dans un grand écart entre utiliser des méthodes, comme par exemple des relevés de végétation sur des carrés permanents, des choses qui sont assez basiques, ou développer des nouvelles méthodes. En tant que chercheur, on a toujours envie de développer des nouvelles méthodes. Et puis, en tout cas en Suisse, mes interlocuteurs à l'Office fédéral de l'environnement insistent vraiment beaucoup sur le fait qu'on doit utiliser des méthodes standardisées, quitte à ce qu'elles nous semblent vraiment trop simples, simplistes, anciennes, caduques presque. Pour eux, c'est très très important parce qu'on peut se raccrocher à des jeux de données anciens et puis ça nous permet de vraiment avoir cette évaluation sur le long terme. Donc c'est un petit peu, il faut faire un peu des deux, parce qu'on va pas s'arrêter de développer des nouvelles méthodes, mais il faut garder en tête cette importance du long terme et des jeux de données anciens. Avoir des points de comparaison. Hein. Bon, je vois dans ce sens-là aussi, il est important de rappeler qu'on a des systèmes nationaux d'observation avec 4 sites, dont un dans le massif du Jura. Là, ce sont des lieux où il est prévu d'avoir du travail à long terme. On n'en a pas beaucoup, il faudrait peut-être les développer, je ne sais pas. Oui. C'est une remarque, comme on a nos collègues européens dans la salle, par rapport au domaine de la recherche. On a l'impression, alors nous, on a des laboratoires en France qui travaillent plutôt sur la connaissance des tourbières, mais assez peu sur la réhabilitation. Donc on n'a pas de laboratoire qui nous accompagne sur ce volet-là de suivi d'évolution. On a les laboratoires de Besançon, enfin les SNO qui travaillent plutôt sur la connaissance de fonctionnement, et on a l'impression que les laboratoires européens, enfin certaines personnes dans la salle, travaillent un petit peu plus en accompagnement sur la réhabilitation que en France. Enfin, c'est quelque chose, on a l'impression de ça. C'est peut-être une idée fausse, mais les gestionnaires en France sont quand même plutôt seuls sur les volets réhabilitation. Bon, je crois que justement, il faut pouvoir laisser un petit peu de place à la salle, si on veut aussi qu'elle puisse communiquer avec nous. Donc, on doit avoir le micro-baladeur, il n'est pas chez nous. Donc, les questions qui pourraient venir de votre part, soit sur ce que vous avez entendu là, dans cette table ronde, soit aussi par rapport à ce que vous avez vécu durant ce séminaire et les suites que vous pourriez éventuellement y donner, chacun dans son domaine. Bon,
Qui donc aurait des remarques ou des questions à faire? Je vois là Pierre. Oui, Pierre Durlet du Parc du Haut-Jura. En fait, le débat de tout de suite m'appelle une question. Quand on entend ce qu'on a entendu depuis le début du colloque, ce que disait Hans hier soir, c'est qu'en fait, il est très urgent d'agir. Visiblement, si on veut que ce qu'on fait actuellement soit efficace, il faut le faire maintenant, puisqu'avec les évolutions climatiques, ça risque d'être trop tard si on attend. Alors que le débat sur le suivi montre que si on n'a pas du long terme, et pas un retour de long terme, de 20 ans peut-être, on ne peut pas évaluer ce qu'on fait maintenant, si c'est bien ou pas. Alors comment on fait ? Je ne sais pas si on ne peut pas évaluer ce qu'on fait, parce qu'on a quand même un certain recul déjà sur ce qui a été fait. On a aussi quand même des expériences européennes qui ont une quarantaine d'années par rapport à ça, voire plus. Donc on a quand même des idées, on a quand même des trajectoires de restauration, des trajectoires, on va dire, de résultats de la restauration. Et en fait, on a quand même des éléments qui nous indiquent si ça part dans le bon sens ou pas. Donc je vois pas la question exactement comme toi. Je pense qu'on a des outils. Après, c'est toujours pareil. Il faut conceptualiser ça. Il faut imaginer des améliorations. Il faut mettre en place. Mais je ne pense pas qu'on ne soit pas capable d'évaluer ce qu'on fait, au moins en termes de positionnement en fait, d'un système dans une trajectoire qui a pu être définie par ailleurs sur des expérimentations plus anciennes. Et en plus, on a quand même aussi un retour sur ce qui marche et ce qui ne marche pas trop. Et quand on fait aujourd'hui des choses, c'est parce qu'on a éliminé aussi toutes les choses dont on sait qui ne marchent pas, quoi. Donc, voilà, ma façon de voir immédiate. Yeah. So I agree that we do have some knowledge, and this is getting better. But what was very intriguing for me was the two presentations that we had this morning. So the one presentation that showed that the droughts are going to become regular in the medium term, not just accidents every now and then, but much more regular. So we need to anticipate that. And we may not get the system back that we are used to. So we need to adapt our goals to that. And the other interesting fact I learned this morning about the calcareous spring mires becoming much more common, obviously. So things are going to happen, and not all of them we can anticipate. And so yesterday in the morning, I liked the site a lot. I forgot the name. Yesterday in the morning, which was the name of the excursion site? Whatever. It was a restored. C'était la tourbière des Douillons. Yeah, thank you. Exactly. And so what I liked, this site showed resilience, because there were many microhabitats in this site, and I think a wealth of microhabitats is a good thing, because this is a kind of a buffer to different situations that we may encounter in the future. I was very surprised to see a Sphagnum capillifolium hammock emerging somewhere underneath a willow, and other spots were extremely wet. So I think we should regard a kind of a certain degree of disorder something good in a restoring system, because this provides a kind of an insurance to things that may happen in the future. Merci. D'autres questions? Oui, Arnaud Tourment. Je me posais la question, alors on a bien mis en évidence le besoin, en fait, le besoin d'analyse de diagnostic pour mettre à bien une bonne restauration des sites. Il y a souvent une limite qui est le temps imparti pour ces diagnostics, et puis les financements, les budgets. Et derrière, de plus en plus, une pression avec une volonté d'aller assez vite vers la restauration. Et déjà, avant même d'avoir des résultats, de proposer des coûts de restauration, d'évaluer un petit peu les coûts de restauration, des choses comme ça. Et en fait, c'est plus une crainte d'aller un peu vite en besogne parfois face à cette urgence climatique et cette urgence de restauration des tourbières. Et donc la nécessité peut-être de prendre en compte aussi un peu ces temps
de diagnostic, de mise en place déjà d'une bonne réflexion au préalable, avant de se lancer à corps perdu dans une étude qui potentiellement pourrait aboutir à un mauvais résultat, quoi. Un peu l'idée que je voulais soulever. Arnaud, j'aimerais te rassurer, parce que j'ai vécu ce problème-là depuis 40 ans, et j'ai envie de dire depuis une vingtaine d'années, je l'ai beaucoup moins. Donc il faut se montrer très solide face aux gens qui te mettent la pression et qui veulent absolument avoir un résultat. La question de fixer les coûts des travaux avant d'avoir fait le diagnostic, je l'ai eu aussi. Et il faut du temps. Il faut du temps avec les paysans. Je l'ai exprimé tout à l'heure. J'ai souvent eu des cas où des contacts avec les agriculteurs. Jusqu'à ce qu'on puisse mettre les choses en place, ça peut prendre au bas mot 2 ans avant que le gars soit d'accord de discuter avec toi. Et au niveau des projets, il y a plusieurs personnes ici que j'ai un peu torturées en disant « Je veux bien travailler sur ce projet-là, mais on fait des étapes. Et puis d'abord, il y a un diagnostic. Puis ensuite, on réfléchit aux objectifs qu'on veut prendre. Et puis après, on regarde comment on va le faire. Et puis après, on a une idée de ce qu'on veut faire. Puis à partir de là, on peut donner un budget. Et puis si les financeurs ne veulent pas entrer dans la matière, ben, je ne fais rien. » Alors après, voilà, il y a des gens qui vont s'engouffrer dans la brèche puis vont faire des projets. S'ils ont de la chance, ça va donner quelque chose de bien. S'ils n'ont pas de chance, bah, ça va donner quelque chose de plus ou moins catastrophique parce qu'ils n'auront pas pris ce temps. Et ce temps-là, il faut le prendre. Donc on est dans l'urgence, c'est clair. On est dans l'urgence climatique, on est dans l'urgence biodiversité, on est dans plein d'urgences. Mais ça fait 40 ans qu'on est dans cette urgence. On est dans l'urgence artificielle des administrations qui ont des budgets annuels et puis qui veulent savoir le 1er janvier combien ils auront dépensé le 31 décembre. Il n'y a pas de solution à ça. Il faut juste imposer un rythme en disant les gars, si vous faites quelque chose de bien, il faut prendre le temps. On a Michael Stanner qui voulait poser une question. No, sorry, no question. Just a few things that I wanted to say about the discussion that we have right in the beginning. When Philippe was asked about how he sees the situation of these mountainous peatlands. Of course, he's a person, as he said, 40 years of experience. So we work about the same time in the same kind of peatlands, and I think it's possible to say something outstanding for mountainous peatlands in comparison to those in northern Germany and other flatland peatlands when you talk about rehabilitation. Our Mayas, all of them almost, somewhat sloping. And this means that the water is always moving in these mountainous peatlands. And this is exactly when the pH is okay, what sphagnum, so the peat mosses, love to have. So they don't grow very well in the stagnant water, the conditions that you find in northern Germany and so on, where you have these big flat lakes after a cut over. And there it is extremely difficult to get back closed sphagnum carpet. In Mayas like ours, it is much easier to show relatively quick, so after 5-6 years, that there is some result that you can show already, which helps us in many cases when we ask for more money, that we can show politicians, for instance, look, this was done 5 years ago and this is the result. Now you don't even see the dam because it's already overgrown by a peat moss, and it looks much better and so on. So from this point of view, the smaller
And sloping peatlands that we have in mountainous conditions are easier to rehabilitate than the big ones in the lowlands. So this is something that is important, maybe not so much for our problem to the climate change, but we also have the problem with biodiversity, and I think this is an aspect we also should look at when we talk about protecting and recreating mountainous peatlands. My experience is that in most of the cases where we did some measurements, it was something that really had success. But also we learned a lot of lessons due to a fact that we have in mountainous peatlands all the time, and we have to be very careful about this. Before we really had these catastrophic rainfalls in the last years, we had something like this already in the mountainous mares every year. So when you build dams into drains in alpine conditions and steeper sloping mares, then your dams, you don't know if they are really tight before you have a snow melt. So the snow melt is exactly that shows us what's happened when the water comes immediately, very quick and very much. So this is the place where you can learn how to build dams into ditches that can really overcome this situation, and this is then also some help due to the climate change that we all have, and of course under mountainous conditions we will have this kind of catastrophe water, these floods very often. Just from the Austrian experience, we had in the last 5 years, almost every year, especially in the south of Austria, every year a drought and a flood, and a drought and a flood, and this 3 times a year. So when you work there to restore peatlands, then you have to be in the situation to build your dams in a way that you can stay the floods, and this was an interesting lesson, and we learned it. And one of these lessons is never believe that it is possible to deal with water without telling the water where to go. And this is something that many people forget when they build dams. It has to be clear where you want the water to go. And always keep in mind, you want to have the water in the peatland, but not too much. So when you keep the water back, don't forget that you always have to get rid of water. And this is important when you do your management for mountainous mares especially. Une autre question ou remarque? Rien ne vient. Par rapport aux suites de ce colloque, est-ce que certains d'entre vous voudraient nous dire s'il a pu leur donner des idées par rapport à des choses à faire? Est-ce que peut-être vous avez eu des rencontres qui vous ont servi? On aura d'ailleurs, suite à ce colloque, un questionnaire qui sera envoyé à chacun d'entre vous, de manière à ce que vous puissiez dire s'il vous a convenu, et si justement il a pu vous apporter quelque chose, des projets qui vont venir, ou des rencontres qui vont vous permettre de travailler. Est-ce que l'un d'entre vous aurait déjà une idée de ce que ça a pu lui apporter, ou des contacts qu'il a pu avoir durant ce séminaire? J'espère qu'il y en a quand même eu, mais enfin bon, prenez votre temps à ce moment-là pour continuer à voir là-dessus. Je pense que là, on arrive d'ailleurs à la fin de notre temps de débat. Est-ce que peut-être quelqu'un aurait envie de faire une dernière remarque là, qui n'aurait pas été faite?
Pas vraiment. Bon, bien écoutez. Ah, une petite remarque. Oui. Marc Mallet, Office de l'environnement du canton du Jura. Je me posais des questions par rapport au rapport avec les agriculteurs. Suite à la remarque de Madame Magnon, des agriculteurs qui disaient les zones humides, on en a marre. J'ai un copain qui est dans le Massif central, il m'a dit la même chose. Et puis ça m'a fait penser à une présentation à laquelle j'ai participé, où la personne disait qu'il fallait essayer de mettre l'agriculteur, de le positionner différemment, enfin que lui puisse se positionner différemment en devenant demandeur plutôt que quelqu'un qui subit. Alors forcément, le moyen de faire ça, il est financier. Et puis c'est un peu le nerf de la guerre, je sais. Voilà ma petite remarque. Je vais juste repréciser ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était le discours national qui disait qu'on en avait marre des zones humides, mais que individuellement, globalement, ça se passait plutôt bien, avec quelques individualités plus compliquées. Mais c'est le discours national qui est dissonant par rapport aux situations locales où, quand on va restaurer une tourbière, globalement, effectivement, les agriculteurs nous disent oui, c'est de plus en plus sec et ça ne me gêne pas tant que ça que vous ayez... Voilà. Et le discours national est totalement différent. Et c'est là où, à un moment, il y a un problème. Voilà. Donc je fais face globalement à des agriculteurs qui sont assez conciliants. Quelques-uns posent problème, mais on arrive toujours à faire les projets. Il n'y a aucun projet qu'on puisse rejeter. Mais le discours national de cet hiver particulièrement était vraiment anti-zone humide. Il a été relayé, voilà. Et c'est pas forcément ce qu'on a sur le terrain. Voilà. Bon, c'est toujours le problème entre la base et l'individualité. Bien. Eh bien, nous allons maintenant clore sauf si tu aurais encore une remarque à faire. Toute petite remarque. Je peux pas me prévaloir d'avoir beaucoup d'expérience de négocier quoi que ce soit avec les agriculteurs, avec les paysans, mais ce que j'en entends aussi par mes collègues ethnologues, c'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de sens. Il faut qu'un changement de pratique fasse du sens pour eux, qu'ils trouvent une justification morale, psychologique à faire autre chose que ce qu'ils ont toujours fait. Et ça c'est quelque chose à mon avis, fondamental. Et de nouveau, on n'est peut-être pas forcément armé, on n'est pas psychologue, on n'est pas ethnologue, mais on peut s'associer à ces gens qui ont ces compétences aussi pour nous aider à réfléchir dans la bonne direction. C'est sans doute vrai pour les agriculteurs, mais tous les publics aussi auxquels nous avons affaire, que ce soit le voisin, le maire, tous ceux qui ont eu quelque chose à faire avec nous, si nous n'essayons pas de les comprendre, tout en ayant en tête, nous connaissons nos urgences, mais c'est pas en évacuant ces personnes qui ont à faire avec ces zones humides et qui les ont construites et qui les ont entretenues depuis longtemps qu'on arrivera à avancer, quoi. Bien, je vous remercie en tout cas tous pour ces... Il y a encore une question ? Oui, Michel. Yeah, you had a question when you started your final talk. You asked what we think about this meeting here, and I have an answer. The answer is that for me it was very informative, and I think for other people sitting here it was also not only news, it was networking, okay? And we found out that many of our thoughts have also been thought by other people, so we agree with each other, and that it was interesting for us, at least from my point of view, is shown by the fact that we almost cannot stop the discussions. So it's going on, and we would need more time to finish our discussions. So it shows that we really have something, an output from that is important. And hopefully there will be more of this kind of meetings for all of us, because what Hans said, it's time to work and to do something.
And we are the group who can do it, and we have to help each other. So thank you for this organization. Thank you very much. Thank you very much, Michael. We hope so that some congresses, some meetings like this one will take on this kind of discussions that everybody can follow with the connection he's taken here. Now, it comes the moment for the last part of the session, and we asked Hans Joosten, please Hans, come to us and give us your conclusions for this seminar. Okay, let's finish this conference off. I like this conference very much. It makes me again positive and hopeful to see all these people, also many young people involved in peatland protection and restoration. It is not easy to summarize all the things that have been said here, so I will share some ideas that I noted and mix them a little bit with my own opinions. When I give a lecture about mountain peatlands, which I also do, then I start with this picture. I said mountain peatlands are actually characterized by cold and steep and wet and sheep. That is a prime features of mountain peatlands worldwide. Oh, what's happening here? Oh. We heard from Stefan that mountain peatlands are often small. They are, of course, but they are not necessarily small. This is a peatland I worked in also with restoring peatlands in the Tibetan Plateau. This is the Ruagai Plateau, 3,800 meters high, and we mapped there 490,000 hectares of peatlands. This also exists. So what makes mountain peatlands special? As I said, the combination of cold and steep causes that there is no intensive arable agriculture. It is generally in low intensity use. The steep and the wet, this combination, also causes that mountain peatlands are prone to erosion. And erosion can be caused by overgrazing. When you destroy the covering vegetation, you easily get erosion. There is a very interesting book that impressed me very much of Martin Evans. It's called Geomorphology of Upland Peat. I learned a lot about peat there and what happens if peat and peatlands are exposed to too much force of water. Mountain peatlands often occur only under special, complex conditions, mostly hydrogeologic conditions. And of course, mountain peatlands are characterized by a high diversity caused by the high diversity in climates and soils. Let's try whether we can get the next one. Yes, this explains in a nutshell what is one of the causes of this climatic diversity. Because distances that we have to cross in the lowlands over thousands of kilometers, we can cross in the mountains over hundreds of meters. So we find indeed in the mountains peatland types that do not belong to the climatic zone where they are actually situated, simply because in the mountains it is colder. So I found, for example, domed and ribbed palsamires in the Altai Mountains. It's very far to the south. Or it's not such a good picture. This is the combination where you see permafrost palsamires in combination with camels. This can happen when you are on high altitude. And we know also these examples from Europe, for example, the Roodmoos in Austria, which is a eccentric bog, a type that only occurs in northern Finland, which we find in Austria on a specific height level, and of course in the continuous shade of a mountain. So we see that mountains create very special climatic conditions, and of course, because of the geological activity, also a high diversity of soil conditions. So mountain peatlands are generally small. They are not common, but they are also not isolated. They depend on their surroundings. And we should never
look at them in an isolated way. It implies that there is a need for protection against dangers from the outside. Not only what happens inside, but there is a severe threat from the outside. And that is what Philippe, for example, addressed under the concept of buffer zones. I have been thinking about buffer zones and fighting for buffer zones a long time. And what helped me very much to analyze the concept of buffer zone is this model of an ecosystem of Geert Verweerden. It's the simplest model of an ecosystem that you can think of, and it expresses the only four basic relationships of every system with its surroundings. It is about supply, things that must go in. It is about disposal, things that must go out. It is about resistance, things that may not get in. And it is about retention, things that may not get out. And you can analyze peatlands in general, but also very concrete peatlands with help of this model for all kinds of landscape components. Atmospheric things, hydrological things, faunal things, etc. What must go in, what may not get out, these are different things. And I can illustrate a little bit, because we heard it in the past days several times, these relationships with respect to water. So there are, with respect to water, 4 different types of threats. You may get too little input of water. For example, if you have groundwater extraction or other things in the catchment area, so that too less groundwater comes up in your groundwater-fed peatland system. You can also have too little output. Like Stefan explained, if you build a dam, then too little output of water takes place and the peatland drowns. You can also have too much input. That is what I think Michael was telling about. That you get too concentrated water input. And then you get erosion. And because peat is very weak material. And of course, the classical thing is, of course, too much output, that you have too much drainage by ditches inside or outside the peatland that are lowering the water level. So there are at least 4 different types of water relationships, and therefore also 4 different types of buffer zones. An infiltration buffer zone is not the same as a drainage buffer zone. You have to differentiate between these things. What we have to keep in mind is that peat is no rock. It is almost as light as water. I became really aware of that when we were building our house. We are living in an old 200 years house in a village, and we do not have a sewage system. We have a pit in the garden and a tube that runs from the toilet to this pit. And every time I'm sitting on the toilet and shitting, I think, how the hell is it possible that my shit is not blocking up this tube? Because I have seen this slope of this tube. But the reason is that shit has almost the same bulk density as water. And that is also the case with peat. Peat has a bulk density of 1.03, and water a bulk density of 1.00. So if you do not protect the peat, it will wash away with the water, it will blow away with the wind, it will freeze away with the frost, etc., etc. You have to protect the peatland with vegetation. You should not damage the vegetation, and you have to get the force out of the water when you restore. As soon as you concentrate water flow, you are very apt to erosion. That is something you have to take care also with restoration. So how buffer zones must be situated and how large they must be is depending on the component where we are talking about, and it depends on the figuration. Sometimes there are very long distance relationships. Groundwater may stem from very far away. We have in the Netherlands a peatland, a very nice groundwater fed peatland, and we found out by studying hydrological modeling, etc., that the infiltration area is a dry dune area 30 kilometers away, and the water flow goes under the big rivers from the Netherlands and exfiltrates in this peatland area. So you have to protect this dryland dune field 30 kilometers away
to protect your peatland effectively. So there is no immediate visible distance relationship, and you have difficulties explaining people that they have to protect this side to protect that side. With air pollution, it is even more far going. We have a problem with air pollution, Michael said it already, with nitrogen, that may come from very far. Of course, we have been fighting in my Peel area very much against intensive cattle, pig and poultry keeping. And of course it helps if you keep stables away 500 meters. But most of the emissions come from regions of tens of kilometers radius. And you have to address that completely if you want to reduce your nitrogen input. So this buffer zone aspect depends on where we are talking about. And it might sometimes be very complex. So with respect to protection of the site, it has clearly been said we have to fight against causes, not against systems. But we should never forget that merely protecting, merely defending implies a continuous loss, because we do not win all battles. We find everywhere a loss of areas and values also in protected areas. As long as we only defend, we get what we call a status quo minus. We think that we are keeping the level, but we are not keeping. We are continuously losing small stuff, and that is the general tendency that we observe. And that is also the danger of going for compromises. Of course, sometimes you may have to make compromises, but meeting each other somewhere halfway mostly implies a continuous loss for conservation, because there are contrasting aims. And if you say we meet each other halfway, then you get the system with like the chicken and the pig. The chicken had an idea, let's go to sell bacon and eggs. Then we can earn a lot of money. Oh, it's a good idea. And then the pig started thinking and said, yeah, but you can make eggs without dying, but I cannot make bacon without dying. And that's the same discussion we often have. So we need actually to protect nature in an effective way, a broader, a proactive, and an offensive approach. That means we have to claim areas for restoration, for strengthening nature, because we need that. Not we, but society need that. When we want to protect biodiversity, we are sitting with a situation that nature conservation only has got in the past what other societal activities did not want to have anymore, which was the rubbish. And we have to make that into effective nature conservation sites. So we cannot mostly do that with the areas that we have. We have to analyze and we have to think, how can we make these areas into long-term conservation areas? So you need for that a long-term and a long-scale strategic vision. I have learned already in the beginning of my nature conservation career that you need long-term strategic visions. And I have adapted with my group the attitude, we make visions, strategic visions, what we want to reach in 50 years. That has to do, for one part, with the fact that I'm a paleoecologist, like Edward. We are learned, we know how to think in long terms, and 50 years is nothing for us. But it is also a very practical argument, because everybody who says, over my dead body, can be served on its demand. For example, I made in 1989 the first long-term vision for my area where I come from, where is also my major peatland. And my grandfather was the first farmer who went in these peatlands, and my uncles and aunts have all created farms in these peatlands. And then I analyzed the thing and said, this is stupidity what we have here. If you looked at from a landscape ecological point of view, from a geohydrological point of view, how can you have 400 hectares of drained agricultural land in the middle of 3,500 hectares of peatlands? That's not good. So I made the plan to turn this thing back. The plan was published, it was kept secret first by the Ministry of Agriculture in 1990, but it trickled through, and it was so convincing, even for the farmers, that the farmers requested us
to help them to get depropriated. And these were 10 farms that were depropriated by the state, have been bought up, have been flooded, have been rewetted, including 4 glass houses for 1 million euro per hectare, broken the glass houses down and flooded the area. And last year, when I was again in the area, I noticed to my gladness that also the land that my grandfather and my uncles had been drained had been flooded again. That only lasted 35 years. So you need these long-term plans to create good changes. And where do you have to do that? Of course, you cannot try to restore nature everywhere. Why cannot we rewild everything? Because we have the problem, of course, that our world is too small. If we would only live as hunter-gatherers, the Earth carrying capacity is 3 million people. We are now with, what's the time? 8 billion or something like that. So we have no place for nature. So sometimes we have indeed to do dynamics. We cannot expect by doing nothing to maintain all biodiversity spontaneously. It will not help. So, but we have to select areas where the chances of keeping nature, keeping diversity are the best, are the largest. And then you have to select these areas on the basis of what we call in the Netherlands the hierarchy of landscape components. Some components are much more important than others. You can say simply, of course you can discuss everything, that plants are more important than animals because animals eat plants and plants do not eat animals. That is a hierarchy. Of course there are feedbacks, but so there is a hierarchy of landscape components. And the most important component is the cosmosphere, gravity, but we cannot change that. The second one is climate. We have managed to differentiate that. Climate we can of course use for selecting good areas. But then we talk about bedrock geology, relief, geomorphology and hydrology. I'm not talking about flora yet. It comes in later. But if you do not have these heavy components under control, you cannot keep your botanic biodiversity. It's impossible. So in the end, you have to control the entire catchment. That might, in mountain areas, be easier and because the catchment areas, because of relief and geohydrological conditions, might be smaller than in the lowlands. Around the National Park Grote Peel and around all my peel reserves we have at the moment a hydrological buffer zone of at least 2 kilometers wide, where farmers are not anymore allowed to drain further and to use sprinkler irrigation from groundwater. Here the relationships are often, I think, smaller, but of course you have to analyze that. So you have to analyze what you need to create persistent natural areas which cannot be damaged anymore from the outside. Bring peace back in the landscape, not this continuous battle between the aims of nature conservation and the completely contrasting aims of agriculture. And you have to claim these areas with convincing argumentation. And if the argumentation is good, then in the end you might reach it. So my general conclusions are mountain peatlands are, like all peatlands, difficult to restore. We should not think that restoration to really good site is easy. I hardly know any areas in the world where you can see here restoration has completely succeeded. Of course we have recreated nice botanical patches, etc. But fully functioning systems are very difficult to restore. So that means that we have to keep good what is good. Prevent degradation and erosion, fight for conservation. And with respect to restoration, you have to focus on areas with a good landscape ecological potential for biodiversity and other ecosystem services, because these are important arguments. That means that you have to analyze. And that means also that there is an important function for science. I called it science for practice. In the Netherlands, for example, we have in every nature conservation and restoration project, we have a standard sum of 3% that goes into a pot, scientific research. Not necessarily for the area themselves, but for addressing scientific questions that managers may have.
And these might be simple questions like, what do you have to do to remove birch growth from a bog? Eh? How do you have to do that? Or for example, can we add iron to reduce phosphorus availability in groundwater fence? So these types of scientific questions that scientists have to address with scientific methods, but are not necessarily part of fundamental research, but are basis for the practical questions that are there outside in the field. And of course, it was addressed today, you have to monitor. First for evaluation, that you know, did we reach the aims? But more importantly, for learning by doing, because we do not know everything, we have to learn. And of course, for adaptive management, that we can correct things when things may go wrong. So I said already, we have to plan strategically for the long term. Time is more relevant than money. If you have the time and convincing argumentation, the money will be found, as Pavel correctly said. But with mountain peatlands, you have to keep always in mind the basic weaknesses of mountain peatlands. That they are wet, slope, and peat. That gives extra challenges. I have also seen completely wrong things, that water flow was focused and it created huge erosion gullies, etc., etc. Keep that in mind. But also keep in mind that nature is powerful, it is resilient, and often comes with positive surprises. Peatlands must be wet. Power to the peatlands.